Salut à tous et tout d'abord une excellente année 2018 avec mes meilleurs vœux et surtout je vous souhaite de réussir à apprendre la langue ou les langues de votre choix. Alors chose promise, chose due, je vous avais proposé de me poser vos questions et je vais maintenant y répondre dans cette vidéo. Alors je vais tout simplement prendre mon ordinateur et lire ce que vous m'avez écrit et y répondre dans l'ordre chronologique. Alors je commence avec Van TVCS. Vas-tu prochainement faire une vidéo en japonais et en italien pour nous faire part d'un sujet concernant ces deux pays et par là même de tes progrès? Alors c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en fait j'avais exactement prévu de faire ça. Pourquoi? Tout d'abord parce que je m'étais quand même fait la remarque que c'était dommage que je travaille autant avec les langues mais que finalement je les utilise peu parce que je vous parle en français, j'écris en français. Et par exemple, par rapport à mes collègues, je sais pas, traducteurs, interprètes, qui eux utilisent les langues et justement, de par leur travail, s'exercent sur les langues, moi j'avais ce désavantage. Donc en fait, j'avais commencé à réfléchir à une vidéo en italien et ce que je ferais dans cette année 2018, c'est que je me noterais des idées pour une vidéo. En plus, pourquoi pas, je chercherais du vocabulaire qui me manque et j'utiliserais du coup ces futures vidéos comme des exercices d'apprentissage actif, comme je le préconise, pour moi, pour les langues. Donc je ferai ça assez prochainement. Ensuite, Laura Pehofer, penses-tu faire une vidéo sur l'espéranto? Qu'en penses-tu et comptes-tu l'apprendre? D'ailleurs, je pense que c'est plutôt Laura Pehofer. Faudra me dire si je me suis trompé. Alors, je pense que je ferai directement une vidéo sur l'espéranto plutôt que répondre ici, parce que on me pose beaucoup de questions. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y avait eu un article sur mon blog il y a quelques années, enfin, c'était en 2016, sur l'espéranto par un ami à moi qui est espérantiste. Donc après, je ferai une vidéo sur mon avis personnel sur l'espéranto. Voilà, ce sera dans les projets de 2018. Mais après, pour le moment, je compte pas en tout cas apprendre l'espéranto parce que j'ai d'autres projets linguistiques, tout simplement. Ensuite, donc Bruno Mazzetti ou Bruno Mazzetti si tu es italien. Alors, je vais résumer un peu ton commentaire parce qu'il est très long, mais en gros, tu as du mal à pratiquer oralement parce que tu t'es inscrit sur Tandem, Speaky, et tu remarques qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits dessus, et tu te dis que c'est enthousiasmant parce qu'il y aura beaucoup de locuteurs natifs motivés. Mais qu'après plusieurs semaines, c'est le silence, quelques échanges écrits, une seule conversation, la plupart ne répondent pas, certains sont occupés, le décalage horaire ne permet pas d'être synchronisé pour parler, d'autres n'ont pas la patience, qu'ils prennent sans donner, ils ne corrigent pas. Il y a aussi des professionnels qui viennent recruter pour aiguiller vers leur cours particulier. Je n'ai sans doute pas encore fait le tour de toutes les raisons, autres que l'échange linguistique pour lesquelles on est censé s'inscrire sur ce genre d'application. C'est pas faux. À force, je n'y vais plus qu'occasionnellement car c'est stérile. Si vous avez d'autres pistes à exploiter, je suis preneur. Si l'on pouvait penser qu'on a plus d'excuses pour pratiquer, la réalité est plus frustrante. Alors oui, ça c'est pas totalement faux dans la mesure où souvent sur les applications, il y a des gens qui ne répondent pas. Quand ils répondent, ils sont très sympas, mais au bout de 2 phrases, ils disparaissent dans la nature. On dirait qu'ils ont été enlevés par les services secrets. Et parfois les échanges tournent court, ou alors il y a des gens avec qui on essaie de parler leur langue, ils ne parlent que votre langue, par exemple le français, ou alors ils ne parlent qu'anglais, surtout quand c'est la langue ni de l'un ni de l'autre, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc c'est pas toujours facile, c'est pour ça que j'ai beaucoup creusé la question, et que même dans ma formation conversation efficace, j'ai toute une partie sur comment trouver les gens qu'il vous faut, et surtout arriver à les reconnaître avec des critères pour savoir si ce sont des personnes avec qui vous allez pouvoir parler, ou alors d'autres avec qui vous risquez de perdre votre temps. Pour te faire une réponse condensée, je me permets de te tutoyer. Alors en fait, une technique qui marche bien, qui est toute simple, c'est d'annoncer la couleur très vite. Parce que je suppose que si vous suivez mes conseils, vous savez que la meilleure chose à faire, c'est finalement, si vous trouvez des gens sympathiques, c'est de transformer l'essai et de passer à des conversations régulières sur un logiciel comme Skype, ou alors se voir dans un café si vous habitez dans la même ville. Et tout simplement, dans votre profil, vous pouvez dire que vous cherchez spécifiquement quelqu'un pour parler telle langue. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que vous allez peut-être rebuter des gens qui sont moins intéressés. Mais là, les gens qui vont être intéressés vraiment par une conversation sérieuse et régulière, ils vont se dire « Ah, voilà, c'est exactement ce que je cherchais ». Donc en fait, finalement, vous allez faire du tri. Et les gens qui, comme vous, sont un peu embêtés de voir un peu des touristes linguistiques qui veulent pas aller beaucoup plus loin, vont très vite voir que vous êtes beaucoup plus intéressé, beaucoup plus motivé que la moyenne et vont vous parler.
Après, voilà, c'est pas une science exacte parce que si vous allez voir un prof, vous allez le payer et donc réserver de son temps parce que c'est son métier. Quand ce sont des amateurs, forcément, ils sont là juste pour le plaisir et si ça leur fait pas plaisir, si ça ne les motive pas plus, ils vont pas rester là. Et ensuite, même s'ils sont très motivés, ça m'est déjà arrivé que des gens disparaissent un peu pendant un mois parce qu'ils ont une très mauvaise passe ou alors ils sont très fatigués. Il y a tout un tas de choses. Bon, faut comprendre que vu que ce sont des amateurs, il y a ce côté incertain. Mais après, globalement, il faut essayer sur pas mal de choses. Par exemple, que ce soit Tandem, Speaky, HelloTalk, aller voir sur des choses sur ordinateur, sur navigateur du style italki ou My Language Exchange ou PenPals ou plein de sites comme ça, ou même sur les groupes Facebook. Et en fait, par exemple, sur les groupes Facebook, faut pas hésiter à dire je recherche quelqu'un spécifiquement pour ça, à qui je pourrais enseigner le français. Donc, faut pas hésiter à annoncer la couleur parce que par exemple, quand vous voyez sur Tandem, c'est très drôle parce que je le vois tous les jours sur Tandem, des jeunes hommes torse nu, vous voyez qu'ils sont pas vraiment là pour parler les langues. Ou par exemple des jeunes femmes où la première chose de leur profil c'est leur compte Instagram, c'est pas forcément l'échange linguistique qui est le plus mis en avant. Donc il faut pas hésiter à chercher des gens et à dire bonjour, comment ça va, moi je veux faire ça, est-ce que ça t'intéresse? Et ça permet vite de trier. Donc c'est pas forcément facile, surtout si c'est sur des langues assez rares, parce que si c'est par exemple sur l'espagnol, on finit toujours par trouver quelqu'un. Mais voilà, c'est pas toujours évident, je vais pas le cacher, c'est même la partie la plus dure parce que par exemple l'apprentissage chez soi ne dépend que de soi-même, alors que là l'apprentissage dépend de plein d'autres gens et on peut tomber rapidement sur quelqu'un avec qui ça passe bien et rester ami, partenaire linguistique pour la vie, et tout autant rester à chercher pendant des mois. Donc voilà, le mieux c'est de pas hésiter à chercher encore et à bien aller directement et à donner ses intentions, c'est-à-dire je veux un échange linguistique régulier, est-ce qu'on peut essayer, et passer très vite à Skype par exemple, et ne pas rester trop longtemps sur l'application, parce qu'au bout d'un moment les gens vont arrêter de l'utiliser. Alors, ensuite, Space YTP. Alors, j'ai eu à Noël un livre de grammaire qui s'appelle La grammaire japonaise fondamentale de Areiko Shimamori. Il est génial, mais il est un peu dur à comprendre des fois, car il est très théorique avec beaucoup de termes linguistiques comme copule de prédicat nominal. J'aimerais avoir votre avis. Je ne parle pas de la grammaire japonaise systématique écrite par la même personne, mais bien de la grammaire japonaise fondamentale. Merci d'avance. Alors bon, tu tombes très mal parce que moi le livre que j'ai c'est la grammaire japonaise systématique et pas fondamentale. Donc vu que tu m'as demandé de pas donner mon avis sur la systématique, je vais être bien embêté. Après je vais quand même faire une petite extension et parler du problème entre guillemets de ces livres, c'est qu'ils sont très théoriques comme on dit. Alors, c'est vrai que ça peut rebuter dans un premier temps, et c'est pour ça que je ne conseille pas les livres de grammaire linguistique, on va dire, aux débutants. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin tout d'abord d'avoir des solutions un peu clés en main, même des phrases toutes faites, plutôt que d'essayer de comprendre les subtilités de ce qu'est un copule de prédicat nominal. Mais ensuite, ça peut être très intéressant et même peut-être nécessaire pour continuer son apprentissage, parce que c'est là qu'on va aller dans les détails, et c'est là d'ailleurs qu'on va même comprendre des choses, malgré la difficulté inhérente au langage linguistique, qu'on n'aurait pas comprises avant avec des ouvrages très vulgarisés. Je m'explique, en fait, généralement, quand on apprend une langue, surtout avec une grammaire très différente, un bon vulgarisateur, il va faire quoi? Il va prendre des analogies, généralement avec le français. C'est pour ça que le verbe da, desu, en japonais, on va vous dire que c'est un verbe être. Mais en fait, vous allez remarquer très vite, en faisant du japonais, qu'il y a plein d'occurrences de blablabla des, où ce n'est pas du tout un verbe être. Et donc dans un premier temps, le fait de rapprocher avec le français pour faire une analogie qui est compréhensible, parce qu'on comprend les choses qui sont proches de nous et on mécomprend les choses qui sont plus exotiques, ça va vous aider à bien démarrer. Mais ensuite, souvent dans la grammaire, d'ailleurs dans le japonais, il subsiste parfois des interrogations où il y avait une forme, j'arrivais pas à la retenir parce que j'arrivais pas vraiment à comprendre comment ça fonctionnait, quoi. Pourquoi est-ce qu'un japonais disait ça? Et justement, en allant voir des ressources plus linguistiques, plus pointues, qui là n'avaient aucun scrupule à mettre vraiment des termes de grammaire très précis, et ben là je comprenais mieux, parce que je comprenais comment un japonais, même sans le savoir, parce que la plupart des locuteurs natifs ne comprennent pas et ne connaissent pas leur grammaire, comment un japonais pouvait penser ça. Et pourquoi, en fait, en pensant de manière plus spécifiquement japonaise en l'occurrence, ou voilà, n'importe quel pays,
tout à coup la grammaire devient plus claire. Voilà, donc les ouvrages comme ça, c'est très bien, enfin c'est vraiment du sérieux, je recommande. C'est pas forcément pour tout de suite, sauf si vous avez une grosse expérience de l'apprentissage des langues, un peu des notions linguistiques, vous pouvez attaquer directement. Mais c'est là qu'on va dans les détails, c'est pareil pour la phonétique. Justement pour le japonais, vu que c'est une langue qui est très courue, il y a beaucoup de vulgarisation du style, alors ça c'est comme ça en français, ça c'est comme ça en français. Et en fait on se rend compte que non, et c'est comme ça que et d'ailleurs moi personnellement, dans certaines langues on peut faire pas mal de fautes d'oral et prendre de mauvaises habitudes. Et après c'est un peu la galère de les surmonter. Mais voilà, donc en tout cas que ce soit pour la phonétique, la grammaire, faut pas hésiter à aller voir ce genre de ressources. Mais voilà, si on comprend rien, si c'est la première fois qu'on apprend une langue, on peut remettre ça plus tard. Mais une fois qu'on a atteint un petit niveau, même si ça nous effraie un peu, c'est vraiment intéressant parce que c'est là qu'on va aller au fond des choses, comprendre les subtilités et justement faire beaucoup moins de fautes parce qu'on va comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Alors, ensuite, Amax962011. Je vous jure, rien de personnel, mais parfois vous avez des pseudos qui sortent du futur. Alors, une question très intéressante sur mon opinion quant à l'évolution de l'intelligence artificielle, notamment par rapport à l'impact qu'aura celle-ci sur de nombreux aspects du quotidien. Accordes-tu une quelconque crédibilité à cette technologie? Et dans l'affirmative, penses-tu que le développement fulgurant de celle-ci aura une incidence sur l'importance que revêt, hors le plaisir d'apprendre, l'apprentissage d'une langue d'un point de vue scolaire? Un tel investissement ne deviendra-t-il pas obsolète et dès lors délaissé si ce qui commence à émerger, appareil auditif traduisant en direct les propos de notre interlocuteur, applications permettant de traduire instantanément une écriture dans une langue étrangère, etc., en venait à se confirmer, à se démocratiser? Alors, c'est assez drôle aussi parce que j'ai regardé très récemment un reportage sur l'intelligence artificielle qui parlait pas de langue, mais où des spécialistes expliquaient un peu, démystifiaient ce sujet qui fait peur, parce qu'il est mal compris, et on est dans des perspectives où on s'imagine que les machines vont prendre les dessus sur le genre humain. Alors ce qu'il faut savoir sur l'obsolescence du fait d'apprendre des langues, en fait, ça c'est pas nouveau, c'est depuis la nuit des temps que c'est pas si utile en fait d'apprendre des langues, parce que par exemple, vous pouvez très bien vous trouver un interprète, vous pouvez très bien vous trouver un traducteur, et par exemple quand des hommes politiques vont à l'étranger, ils ont des interprètes, ils apprennent pas les langues du pays, ou alors quand ils les connaissent c'est un bonus. Donc finalement, pareil pour l'anglais qui permet dans pas mal de pays comme la Scandinavie par exemple, très facilement de parler avec plein de gens. Donc en fait le fait que apprendre des langues commence à devenir obsolète, en fait ça a toujours été le cas. Mais là bien sûr il va y avoir un chamboulement parce que finalement dans l'évolution du langage on a pu voir des révolutions. La première, ça a été l'invention de l'écriture, qui permet de fixer le langage sous forme silencieuse. Ensuite, ça a été l'imprimerie et la mécanique, parce que souvent on parle que de l'imprimerie, mais c'est voir les choses de manière trop étroite, parce qu'en fait, ça a été la reproductibilité. Donc avec l'imprimerie, il n'y avait plus besoin de passer par des moines copistes qui mettaient des mois à copier un ouvrage, on pouvait très vite le diffuser. Et c'est la même chose d'ailleurs, par exemple pour les machines-outils pour le tissage, comme les métiers à tisser jacquard, qui font des motifs par exemple sur des pulls, c'est ce qu'on appelle des pulls à motifs jacquard, voilà, avec des cartes perforées, qui a servi plus tard par exemple à IBM dans le développement de l'informatique moderne. Donc tout ça, c'est la reproductibilité qui nous rend énormément de services. Parce que par exemple, quand vous avez votre téléphone ou votre ordinateur avec un logiciel comme Anki ou autre, qui vous calcule des choses à votre place, et c'est déjà une forme d'intelligence artificielle très primitive, mais finalement, il ne faut pas voir forcément l'intelligence artificielle comme un obstacle aux langues, mais plutôt comme une aide. C'est finalement à tous ces logiciels, on peut très facilement apprendre plus vite, et peut-être imaginons des logiciels qui comptabilisent vos erreurs, et qui vous interrogent plus tôt, qui vous reviennent plus souvent sur des points que vous comprenez mal. Donc pour apprendre les langues, l'intelligence artificielle n'est pas forcément un obstacle. Après maintenant, est-ce qu'on va vivre dans un monde où on va tous parler avec des traducteurs automatiques façon science-fiction un peu? Alors je pense pas, du moins pas tout de suite. Alors effectivement, si vous avez vécu, si vous avez été assez âgé déjà dans les années 2000 et que vous avez joué un peu avec les traducteurs automatiques de l'époque et que vous regardez ce maintenant, ne serait-ce que Google Traduction, franchement, on peut voir qu'il y a un sacré progrès et que c'est pratique parce que ça permet très facilement de traduire un texte, pas forcément de la manière la plus parfaite, mais au moins de voir de quoi il en retourne. Après, ce qui était dit dans le reportage, c'était que les intelligences artificielles sont très bonnes pour apprendre,
Parce que finalement, l'intelligence artificielle utilise ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire les données en nombre, et en fait, on fait des corrélations. Et par exemple, il y a des robots qui peuvent diagnostiquer des maladies en faisant une corrélation beaucoup plus efficacement qu'un médecin ne le ferait avec un médicament qu'on a pu prendre en 1984, par exemple. Et ça, tout ça, c'est en réutilisant des masses de données. Donc les ordinateurs vont être très bons pour ça, et c'est pour ça d'ailleurs que la traduction automatique s'améliore. C'est pas que les machines deviennent plus intelligentes, c'est qu'elles ont accès à des corrélations en se disant ce mot seul, il veut dire ça, si on le met à côté d'un autre mot, changement de contexte, donc ça va vouloir dire autre chose. Et en plus d'ailleurs, sur Google Traduction, vous pouvez noter les traductions, en proposer d'autres, ce qui fait que la machine apprend. Donc les machines apprennent en effet. Mais le problème, c'est que souvent les machines apprennent sans comprendre. Comme par exemple un perroquet peut répéter très facilement le langage humain, mais ne va pas le comprendre. Au pire, il va faire des associations d'idées. Par exemple, quand il crie une certaine chose, il va remarquer que le chien vient, donc il va le crier pour faire venir le chien parce que ça l'amuse. Mais il ne va pas vraiment comprendre de quoi il s'agit, le sens du discours. Et en fait, ce que disait un des intervenants, c'était que on peut demander à des machines de ressortir un texte, de traduire un texte, etc. Mais on ne peut pas lui demander de le résumer, parce que la machine ne comprend pas le texte lui-même. Et dans l'avenir, on annonce qu'on pourra confier à des machines l'écriture de best-sellers. Pourquoi ? Parce que, en fait, bien souvent, les livres, films, etc. qui marchent bien reposent sur des recettes, et en appliquant ces recettes, on a des succès qui seront au moins assurés. Mais il ne faudra pas s'attendre à avoir un livre introspectif où la machine parle d'elle-même, parce qu'elle n'a pas conscience d'elle-même à ce niveau. Il ne faudra pas avoir des attentes par rapport à un livre qui va révolutionner l'écriture, parce que l'ordinateur ne peut que faire des choses qui sont prédictibles. C'est pour ça d'ailleurs que très tôt, les ordinateurs ont pu battre les humains aux échecs. C'est parce que les échecs, c'est prédire en fait des systèmes, si je fais ça, il y aura ça, et ensuite il y aura ça, etc. Et l'ordinateur est beaucoup plus puissant que l'humain pour le faire. Voilà, donc oui, il y aura en effet sans doute des petites oreillettes de traduction automatique, mais ça ne remplacera pas l'expression dans une langue. C'est-à-dire que si vous voulez, je sais pas, faire de la poésie ou autre, ça ne va pas forcément bien la traduire parce qu'il y aura tout un ensemble de richesses, d'affects, de choses personnelles que vous voulez exprimer, que la machine ne comprendra pas parce qu'elle n'a accès qu'à un ensemble de données. Et voilà, c'est pour ça que oui, il y aura un impact très fort de l'intelligence artificielle sur la pratique des langues, mais si vous voulez, encore une fois, parler directement avec des gens, il faudra les apprendre vous-même. Et encore une fois, vous pouvez aller très bien dans un pays, faire des affaires, avoir un interprète ou parler en anglais, mais si vous voulez passer vraiment à l'étape supérieure, vous parlez la langue vous-même. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait un rapport très, très agréable à recevoir dans une oreillette ce que vous dit une personne. Donc si c'est dans une discussion à l'ONU, un discours à l'ONU, ça va, mais si c'est votre moitié, franchement c'est pas très sexy, il faut l'avouer. Voilà, donc ça va profondément bouleverser nos sociétés, et donc il y aura des voitures sans conducteur, sans doute des avions sans conducteur, ça va beaucoup nous aider à apprendre les langues, ça va remplacer le besoin en partie d'apprendre les langues, mais ça ne va jamais le supprimer à mon sens. Après on se donne rendez-vous dans 100 ans pour voir, mais je pense être assez sûr de ça. Alors, ensuite, Nathalie Taylor. Bonjour Pierre, moi j'aimerais savoir quelle langue vous parlez déjà. Quelle langue vous parlez le mieux, à votre avis, et quelle est votre langue préférée à parler. Merci beaucoup et bonne journée. Je vais te tutoyer aussi. Les langues que je parle, ça n'a pas vraiment changé, hein, c'est toujours à différents degrés. Français maternel, l'anglais, l'allemand, le finnois, l'italien, le japonais. La langue que je parle le mieux, je pense que c'est l'anglais, parce que c'est de loin celle que j'utilise le plus. Et celle que je préfère, alors là vraiment j'ai pas de langue que je préfère. Peut-être que je préfère moins l'anglais parce que c'est devenu trop basique de parler anglais, parce que c'est finalement la langue qu'on va se retrouver à parler par défaut. Après non, toutes les langues que j'apprends, je les apprends pour le plaisir, donc il n'y a pas une langue que je parle avec le plus de plaisir. Enfin, chaque situation va amener un contexte différent. Si je parle italien, ça va être dans un contexte très italien qui est plaisant pour moi, le finnois dans un contexte finlandais qui est plaisant aussi. Voilà, donc j'ai pas de préféré. Alors ensuite, Alex qui me dit quelque chose en russe, et si j'ai bien compris, il s'agit de bonne année, après j'ai traduit où est-ce que ça en est du russe. Alors je sais que j'ai dit que j'apprendrai le russe un jour, mais j'ai pas commencé en fait, donc c'est encore en projet. Ensuite, Samuel L. Baranes. Je suis en train d'apprendre le russe à l'université et aussi par le programme audio Pimsleur. Que penses-tu des programmes audio comme Pimsleur ou autres qui nous font répéter des phrases utiles ?
Alors, Pimsleur, je compte vous en parler, sachant que Pimsleur eux-mêmes, la société, m'ont envoyé un échantillon, mais en plus c'est le logiciel pour apprendre le français, mais ça aurait pu envoyer autre chose. Bon, allez, plus sérieusement, alors j'aime bien Pimsleur, c'est trop cher pour ce que c'est certainement, je pense que vu que c'est une méthode audio, il va se faire pirater comme pas possible, donc il compense. Voilà, c'est vraiment plusieurs centaines d'euros pour plusieurs niveaux, mais c'est quand même bien, surtout si vous manquez de confiance en vous à l'oral, parce que on va être dans la répétition sans arrêt. C'est-à-dire que vous allez voir des phrases, vous allez les répéter en plus avec des intervalles de Pimsleur, c'est-à-dire d'abord la répéter très vite, puis un peu moins, puis dans une leçon suivante, puis dans 3 leçons, etc. Donc on est sur une chose de répétition, donc on est dans l'immersion, ce qui est important, et en plus c'est selon un système intelligent avec de la répétition espacée. Et ensuite il y a un système que j'aime beaucoup dans Pimsleur, c'est que non seulement ils vous font répéter des choses, mais d'une leçon sur l'autre, ils vous disent « Et comment dit-on ça dans telle langue ?» Et là, vous n'allez pas être dans la répétition de perroquet simple et bête, vous allez en plus faire du rappel actif et vous dire « Ah oui, alors ça je l'ai appris, on dit ça comme ça ». Ce qui fait que ça va simuler plus ou moins une conversation, parce que ce sont des méthodes où il ne faut pas mettre en pause, normalement vous avez du temps pour répondre, et vous allez répéter très souvent et fouiller dans votre mémoire pour activer les souvenirs, et ça c'est bien pour les ancrer dans votre tête. Alors Pimsleur j'aime bien, donc après il y a d'autres systèmes, il y a Michel Thomas par exemple, il y avait un que j'avais testé pour l'anglais qui s'appelle Click and Speak, qui est vraiment inspiré de Pimsleur avec beaucoup de répétitions. Voilà, donc ce sont des systèmes que j'aime bien. Après forcément il y a très peu de choses sur la grammaire, et on en a assez vite fait le tour parce que vu que les leçons prennent beaucoup de temps, parce que c'est beaucoup de répétitions, en plus ils blablatent pas mal en anglais, ça c'est le gros reproche que je pourrais leur faire. Finalement on n'apprend pas énormément de choses, mais surtout si vous êtes très coincé à l'oral et même si vous avez bien appris une langue et que vous avez besoin de la parler encore plus vite, ça peut être utile de vous y mettre. Par exemple, là un de mes défis personnels de japonais, c'est de former mes phrases beaucoup plus vite sans réfléchir. Donc je pense que je vais bientôt me mettre un système type Pimsleur pour vraiment arriver à être encore plus du tac au tac. Voilà, donc en tout cas j'aime bien Pimsleur et je vous en reparlerai dans un article, une vidéo test cette année. Alors Nicolas Renaud, alors là c'était un commentaire sur la vidéo que j'avais faite sur n'apprenez pas des langues parce qu'elles sont réputées faciles. Alors, et si je veux me forcer à apprendre une langue complexe pour un francophone natif, pas nécessairement par passion pour la culture reliée à celle-ci, mais seulement parce qu'elle me semble intéressante et intrigante. Là, c'est galère. Alors, de manière générale, quand je vous dis il faut apprendre une langue parce que ceci, il faut apprendre une langue parce que cela, je vous renvoie la balle. C'est-à-dire, si vous arrivez à trouver une raison suffisamment forte d'apprendre une langue et de rester motivé, très bien. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, alors non, pour apprendre une langue, il faut soit que tu aies quelqu'un, enfin un copain-copine, soit que ce soit une langue qui soit utile pour le business. Voilà, moi je vous dis pas ça, je vous laisse y réfléchir, je vous laisse trouver vos sources de motivation. Mais si la langue en soi, le fait qu'elle soit intrigante, c'est suffisant pour toi pour rester motivé, pas de problème. Demande-toi juste si tu t'en retires quelque chose. Après, ça peut être un plaisir intellectuel, juste le plaisir de parler une langue ou de comprendre. Ça peut être pour l'argent, ça peut être pour l'expatriation. Mais voilà, tout le monde est différent. Je ne peux pas vous dire la bonne raison d'apprendre une langue, c'est ça, point final. Mais voilà, ça c'est un examen. Si tu ressens le fait que c'est bon pour toi, que ça te motive, vas-y. Alors ensuite, une question assez longue de Sarah Sigma qui me dit « Je suis actuellement en seconde, j'apprends donc l'anglais en LV1. Je l'apprends aussi par moi-même car c'est une langue que j'aime vraiment beaucoup et que j'estime que le système scolaire ne nous apprend pas assez et ou de la bonne façon en s'adaptant à l'élève par exemple. D'ailleurs, que pensez-vous de l'apprentissage des langues en système éducatif classique ?» Ah là là, terrain miné. Alors bon, j'évite de manière générale de défoncer le système scolaire, de dire du mal des profs parce que je trouve qu'il y a un aspect très démagogique du style « Alors à l'école on apprend mal les langues, avec moi vous allez bien les apprendre en vous amusant ». Voilà, bon, il y a un côté démago dans lequel j'ai pas envie de tomber, et surtout, j'ai eu des très bons profs de langue, et sans lesquels, d'ailleurs, j'aurais peut-être pas pris goût aux langues, et sans lesquels je serais peut-être pas en train de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vois des gens qui, à l'école, et parfois avec le poids de l'éducation nationale sur les épaules, essayent de faire de leur mieux, ont vraiment des initiatives, ont vraiment une envie de transmettre. Alors, de manière générale, le problème de l'école, le système franco-français, bon, c'est pas pour dire que le système français est pire que les autres, mais c'est celui que je connais le mieux, a un problème, c'est qu'il est trop punitif. C'est-à-dire que rien que le fait qu'on mette des notes,
ou des choses comme ça. Voilà, moi je suis très anti-note, hein, c'est-à-dire que j'ai déjà travaillé sur des sites où je donnais des notes à des choses, ou par exemple, c'est pour ça que dans mes tests d'application ou autres, je n'avais pas de notes, c'est parce que voilà, je trouve que c'est un système où on va se jeter sur une note, tout résumer à la note et ne pas voir l'argumentation derrière. Alors c'est pour ça que je serais plus sur des choses avec des échelles moins graduées, plutôt comme en Allemagne où il y a plutôt, enfin bon c'est quand même des notes, mais c'est plutôt compris, pas compris, à travailler vraiment, etc. Et le système punitif, du coup, bon, quand on a 20 sur 20, on est très content, c'est une récompense. Mais le problème, c'est que souvent, bah, ça va un peu décourager. Alors que pour parler une langue, il faut accepter de faire des erreurs et d'en faire plein. Bon, après, c'est pas que la faute de l'école, c'est un peu la faute des ados, parce qu'il n'y a pas de pire comme environnement qu'un collège ou un lycée, par exemple. Surtout le collège, au niveau un peu bête et méchant, où les gens ils vont rigoler des erreurs des autres, et du coup, il y en a qui vont, à raison ou un peu par peur irrationnelle, ne pas oser parler plus. Donc ça casse l'aspect pratique active. Après aussi, ouais, il y a le problème il faut avancer selon des programmes. Donc les langues sont moins inféodées au programme, par exemple, que je sais pas, les maths ou l'histoire, où il y a un programme précis. On peut un peu plus naviguer et improviser. Mais après, bon, voilà. Le problème, c'est que l'école, en fait, a du mal à amener des gens à un niveau courant, ce qui devrait être le cas, et essaye d'amener une classe plutôt à une moyenne. C'est-à-dire, il faut que les gens aient à peu près ce niveau. Et généralement, ça marche pas, parce que quand on annonce généralement qu'il faut avoir un B1 à la sortie du lycée, dans 90% des cas, les gens n'ont pas le B1, sauf ceux qui, comme toi apparemment, ont appris la langue à côté. Et moi, par exemple, si j'avais des très bonnes notes en anglais en terminale, c'est aussi que j'étais passionné par toute la culture à laquelle je pouvais accéder grâce à l'anglais, et du coup, j'apprenais de l'anglais à côté. Voilà, donc je veux pas forcément dire du mal de l'école, des profs. Après, on a un système scolaire qui fait qu'il y a peu de place pour l'improvisation, pour l'essai, l'erreur. Et voilà, faudrait aussi que les profs parfois acceptent de laisser les élèves un peu faire n'importe quoi avec la langue à côté. Euh, et du coup, en plus relâcher la bride parce que enfin, il suffit de voir qu'il y a plein d'élèves, par exemple au collège, qui sont dégoûtés de l'allemand, qui voient ça comme la matière scolaire par excellence, alors qu'en fait, dès qu'ils sortent du lycée et qu'ils vont voyager un peu en Allemagne, ils se rendent compte que c'est fascinant et ils apprennent avec plaisir. Alors, ensuite, j'apprends également l'espagnol en LV2. Le seul problème, c'est que je n'aime vraiment pas ça. L'allemand ne me tentait pas, vraiment pas non plus. J'ai donc pris l'espagnol à cause de sa facilité, par dépit. Donc je ne compte pas ça vraiment comme un apprentissage, car je fais uniquement le minimum pour ne pas voir ma moyenne s'effondrer. Depuis la rentrée, j'apprends également le chinois en LV3 et j'aime vraiment ça, même si je ne cherche pas à le parler couramment. Le problème, c'est que mon compteur de langue arrive à 3 ou 2 langues, et j'ai vraiment envie d'apprendre une autre langue qui est le suédois pour des raisons qui me motivent énormément. Seulement, ça fait vraiment beaucoup de langues, mais d'un autre côté, j'ai cette petite voix en moi qui me crie d'apprendre le suédois, car c'est ce que j'aime, et je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'en pensez-vous? Ah là là. Donc bon, c'est bien d'être passionné par les langues, d'en apprendre par soi-même. Et après, le risque, encore une fois, c'est qu'en plus des langues qui te sont imposées par l'école, comme l'espagnol que tu n'as pas envie d'apprendre, et voilà, soyons honnêtes, hein, on va pas se mentir, parfois il y a des langues où on n'a pas envie de les apprendre, il y a des langues, même si je suis sûr que le pays où elles sont parlées, où elle est parlée est fascinant, ça m'embêterait d'être forcé de l'apprendre. Ensuite, fais quand même attention, parce que voilà, si tu rajoutes l'anglais, l'espagnol, même si bon, tu essaies juste d'avoir la moyenne, pas plus, le chinois et que tu rajoutes à ça le suédois, tu risques d'être dans une situation classique à laquelle tu seras sans doute confronté après l'école, c'est-à-dire te planter parce que tu as essayé de te diluer entre trop de langues. Donc, alors si l'anglais tu as un bon niveau, que l'école te permet de le pratiquer suffisamment, l'espagnol, bon tu fais ça juste comme ça, tu peux tenter le chinois et le suédois. Bon, après le problème c'est que je te mentirai pas, ça risque de mettre en péril l'une des deux langues. C'est-à-dire, soit tu vas finir par laisser tomber le chinois parce que y a cet aspect quand on apprend une nouvelle langue, c'est que la nouvelle langue, vu qu'on est à un niveau plus basique, on progresse plus vite, donc c'est plus plaisant, alors que l'ancienne langue, vu qu'on est à un niveau plus avancé, on progresse plus lentement, plus difficilement, c'est plus frustrant. Donc parfois on fait des infidélités à l'ancienne langue et on la met peu à peu au placard. Ou alors tu vas pas arriver à gérer les deux et tu vas laisser tomber le suédois. Donc ce que je te conseillerais de faire, c'est peut-être de continuer plutôt, si ça te passionne, le chinois, de te concentrer un minimum quand même sur le chinois, jusqu'à arriver au résultat que tu entends atteindre.
Alors là, tu dis que tu souhaites pas le parler couramment, pourquoi pas, même si ça peut être une très bonne chose de parler couramment chinois en étant jeune. Au moins, ça sera fait. Mais concentre-toi peut-être sur le chinois, ou alors attends d'avoir atteint l'objectif que tu prévoyais pour le chinois, et ensuite passe au suédois en plus. Parce que le problème, c'est que tu risques en effet de trop vouloir apprendre de langues et de n'en apprendre aucune bien. Alors, Benjo de premier, je suis en train d'apprendre l'espagnol et le portugais en même temps. Pensez-vous que ces deux langues soient compatibles à apprendre, s'il vous plaît? Alors, encore une fois, apprendre plusieurs langues en même temps, c'est pas facile. Et de manière générale, je déconseillerais d'apprendre des langues proches. C'est possible, il n'y a aucune langue qui est incompatible avec une autre. C'est tout à fait possible d'apprendre, donc tu me disais, l'espagnol et le portugais. Après, bon, je ne te cacherai pas que tu risques vraiment de te mélanger les pinceaux. Alors peut-être qu'il vaudra mieux, bon, c'est que mon avis, hein, t'es pas obligé de le suivre, apprendre la langue que tu as commencé en premier, c'est-à-dire, mettons, l'espagnol, et que tu atteignes à avoir un bon niveau, un bon socle, que ce soit clair dans ta tête. Et là, tu pourras commencer le portugais, et tu vas faire plein de transferts positifs de l'espagnol vers le portugais, parce que tu connaîtras bien l'espagnol. Alors que là, si tu apprends ces deux langues vraiment en même temps, à partir d'un niveau débutant, tu vas faire des transferts négatifs, c'est-à-dire, plus prosaïquement, tu vas te mélanger les pinceaux. Voilà, donc c'est possible, mais dans ce cas, il ne faut pas hésiter à faire ça de manière très compartimentée. D'ailleurs, j'ai une formation sur apprendre deux langues en même temps, si ça peut t'intéresser. Et vraiment faire ça, par exemple, à des moments différents de la journée, sur des supports différents, et bien faire attention à t'interroger sur les différences entre les langues, et bien noter si jamais tu les mélanges, pour ne pas refaire ces fautes. Donc c'est compliqué, c'est pas forcément te rendre service que d'apprendre ces deux langues en même temps. C'est possible, mais je déconseillerais de les apprendre de front tout de suite. Je te conseille d'en développer une, bien, et ensuite de passer à une autre. Et pour terminer, Valet 14, Pierre Mixisina Opiskelit Suomea. Donc je traduis pour les non finissants. Pourquoi as-tu appris le finnois? Donc ça c'est une question qu'on me pose beaucoup parce que quelqu'un qui parle anglais, voilà, hein, basique, allemand, italien, japonais, bon, ça reste dans les clous des langues normales, disons. Et les gens sont étonnés parce que j'ai appris le finnois. Alors le finnois, je l'avais appris, j'avais commencé en 2007, donc il y a quand même un sacré paquet d'années maintenant. Alors, il y a plein de raisons, hein, c'est-à-dire que c'est une langue que j'avais découverte par hasard. Bon, j'avais un intérêt, et j'aime bien de manière générale les pays scandinaves, hein, bon, pour les paysages, le dépaysement, et en plus parce que avec le finnois, j'ai découvert même les cultures finno-ougriennes. Donc les cultures finno-ougriennes, ça va être par exemple la Finlande, l'Estonie, la Hongrie, certains peuples de Russie. Et donc il y a un côté très exotique de ce pays qui est à la fois finno-ougrian, qui a ses spécificités culturelles, sa langue très différente, qui n'est même pas une langue indo-européenne, comme par exemple le suédois ou le russe, et qui est d'ailleurs à la fois entre le monde scandinave, donc un peu suédoise, la Finlande, un peu russe aussi, et avec des apports du 19e siècle principalement qui sont très allemands. Et bon, bien sûr, il y a beaucoup d'américanisation, mais ça, c'est autre chose. Voilà, donc c'est vraiment une forme d'exotisme qui m'attirait tout en étant en Europe. Bon, c'est un beau pays, hein. Bon, il n'y a pas forcément des super beaux monuments, des superbes villes comme dans le centre de l'Europe, mais des beaux paysages. Et de manière générale, cette langue qui est à la fois assez intrigante et assez... enfin, moi que j'aime bien d'un point de vue de la mélodie, enfin, j'aime bien cette espèce... les voyelles courtes et longues, les consonnes simples et doubles, cette espèce de mélodie propre au finnois. Donc il y a plein de choses comme ça, c'est-à-dire un intérêt pour le pays où je ne suis pas retourné depuis très très longtemps. Je vais essayer de le faire peut-être cette année si je peux. Mais bon, je ne suis pas encore sûr parce que je vais d'abord aller au Japon, on va voir ça d'abord. Et voilà, donc en tout cas le finnois c'est une langue qui m'a toujours intéressé et que j'apprends avec plaisir, enfin que je dérouille un peu avec plaisir. Et je te souhaite bon courage dans ton apprentissage, à toi. Voilà, j'ai terminé cette vidéo FAQ, donc je vous remercie encore une fois pour toutes vos questions. J'espère y avoir répondu. Si jamais il y a une question à laquelle j'aurais pas répondu parce que je l'ai pas vue passer, je l'ai oublié, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Vous pouvez également développer si vous avez envie de me poser des questions sur mes réponses à vos questions, etc. Voilà. Donc je vous souhaite à nouveau une excellente année 2018. Je serai là pour vous accueillir, n'importe quoi, pour vous accompagner dans vos projets avec les langues. Vous pouvez toujours continuer à me poser vos questions. Et donc il y aura plein de contenus, des vidéos, des articles, des formations, même un projet dont je vous parle depuis assez longtemps pour les gens qui apprennent le français. Donc ce sera une année riche en nouveautés. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez comme d'habitude cliquer sur j'aime, vous abonner, partager. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo de l'année.